Salut, je suis un de ces Camerounais intellectuels qui généralement restent dans l'ombre et qui ne se prononcent pas sur les questions politiques brûlantes qui animent le Cameroun ces derniers temps. En ce moment, il y a la question du franquisme, la transmission du pouvoir par voie héréditaire. Alors, j'ai suivi une émission sur droit des réponses. Il y a un intellectuel au Cameroun qui a fait appel à une théorie qui s'est dite scientifique, pour soutenir son argument du franquisme. Alors, cette vidéo m'a vraiment poussé à me prononcer et à donner mon point de vue sur cette question-là. Alors, j'aimerais avoir cette conversation avec vous et ma conversation va s'articuler sur trois grands points. Le premier point, c'est que je vais vous montrer la vidéo en question pour votre propre appréciation. Le deuxième point, je vais passer en revue les intellectuels occidentaux qui s'appuient sur cette position-là. Et en troisième lieu, je vais donc dégager les conséquences d'une telle position, d'un tel argument sur la société de manière générale et la société camerounaise en particulier. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer la vidéo en question et après, nous allons donc avoir cette conversation. Voilà. Une seconde. Voilà. Je vous en prie, André Luther a la parole. C'est pas un débat très profond. Permettez qu'André Luther puisse développer son point de vue. Oui, André Luther. Je voudrais vous dire, cher monsieur, qu'il y a une théorie qu'on appelle la théorie du génie héréditaire. La théorie du génie héréditaire de Francis Galton dit quoi? Dit qu'il y a un certain nombre de transferts physiques et de psychiques supérieurs qui peuvent se transmettre avec des facteurs héréditaires vers les fils. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le fait qu'on investit, le fait... Je vous en prie, permettez qu'il aille jusqu'au bout. André Luther, allez-y. Oui, le fait que le fils d'Idriss Déby, allez-y, André Luther. Je vous parlais d'une théorie de Francis Galton qui détermine les facteurs d'hérédité à travers les transmutations, les transferts physiques et psychiques supérieurs par rapport, n'est-ce pas, au fils ou dans la famille. Donc, il y a une sorte de sécurisation, de confort psychologique et de stabilité lorsqu'on sait que, n'est-ce pas, le fils peut ressembler au père parce qu'il a toutes les attitudes physiques et psychologiques, n'est-ce pas, du père. C'est une théorie qui se fait et vous pouvez la vérifier. Alors, après vous, André Luther, Serge Soros, Voilà. quel regard portez-vous sur... Donc, voilà, nous avons écouté la vidéo ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais discuter un peu de la question académique qui se dégage d'une telle position. En réalité, il s'agit, le débat porte sur le fameux nature versus nurture, ou alors la prédominance des caractères héréditaires sur les facteurs environnementaux, ou alors la prédominance des caractères environnementaux sur l'aspect héréditaire. C'est donc le débat qui se dégage dans cet argument que ce monsieur essayait de présenter. Et cette question, en réalité, ressemble un peu à la fameuse question de l'œuf et la poule. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient en premier lieu? Est-ce que c'est l'œuf qui vient avant la poule ou alors est-ce que c'est la poule qui vient avant l'œuf? De toutes les façons, on a besoin de l'œuf pour avoir la poule, tout comme on a besoin de la poule pour avoir l'œuf. Donc, on ne peut avoir l'un sans avoir l'autre. Alors, la question maintenant portée sur le domaine humain, on se demande si les caractères héréditaires ont une prédominance sur les facteurs environnementaux ou alors sur les facteurs environnementaux ont une prédominance sur les caractères héréditaires.
le débat, il ne s'agit pas ici d'exclure l'un ou l'autre. Il ne s'agit pas de dire que, bon, si on a les facteurs héréditaires, on n'a pas besoin des facteurs environnementaux, ou alors si on a les facteurs environnementaux, on n'a pas besoin des facteurs héréditaires. Le débat concerne la prééminence, la prédominance, ce qui est considéré comme supérieur dans le caractère, le comportement humain qui nous aide à nous adapter dans la société, la vision qu'on a du monde et comme ça, qu'est-ce qui prédomine dans notre bagage humain. Donc, c'est généralement les deux, la question qui se pose ici. Donc, il y a généralement deux réponses classiques à cette question-là. La première réponse, c'est des intellectuels qui défendent la prédominance des facteurs héréditaires sur le développement humain. Et la deuxième partie, c'est d'autres intellectuels qui plutôt défendent la prédominance des phénomènes environnementaux sur le développement humain. Alors, donc, il y a eu une troisième option qui proposait une forme d'interaction entre les facteurs héréditaires et les phénomènes ou alors les éléments environnementaux qui ne seraient nécessairement pas hiérarchisés. Donc, on n'a pas nécessairement besoin que un facteur ou alors des facteurs dits héréditaires dominent ou prédominent les facteurs environnementaux ou alors que les facteurs environnementaux dominent ou prédominent les facteurs héréditaires, mais qu'il y ait une forme d'harmonie, qu'il y ait une forme de relativité entre les deux flancs de l'argument. Mais cette troisième option-là n'est allée nulle part parce que, évidemment, il fallait avoir des arguments pour défendre un camp ou l'autre. Donc, ce débat, vu sur le prisme académique, est intéressant, mais la réelle question, la véritable question que ce débat dégage, la vraie question dont on se pose, c'est que devons-nous faire des pauvres, des démunis et de ceux qu'on considère comme des déviants? Voilà la vraie question que ce débat dégage. Qu'est-ce qu'on doit donc faire des pauvres? Qu'est-ce qu'on doit faire des démunis? Et qu'est-ce qu'on doit faire de ceux-là qu'on considère comme des déviants? En d'autres termes, est-ce que ces êtres damnés sont tout simplement des produits d'une hérédité inférieure? Est-ce qu'ils sont des victimes rachetables d'un environnement délétère? Voilà la question de base. Voilà la vraie question qui se dégage dans ce genre de débat dont notre frère voulait faire allusion dans son intervention sur Equinox, droit de réponse. Alors, il y a donc un groupe des intellectuels occidentaux, beaucoup plus anglo-saxons, qui, de par leur statut et le respect qu'ils avaient pour la société à cette époque-là, ont penché beaucoup plus sur la prééminence, la domination des caractères héréditaires sur le développement humain, que les facteurs environnementaux n'étaient que secondaires pour comprendre l'adaptabilité des êtres humains dans la société. Donc, il y a, en passant des auteurs ou alors des intellectuels comme Thomas Malthus, comme David Hume, comme Herbert Spencer, comme Carl Pearson, comme Stanley Hall, comme Lewis Terman ou alors Cyril Burt, pour juste nommer ceux-là. Mais j'aimerais vraiment revenir sur certains d'entre eux pour essayer de vous présenter leur position et ce que cela signifie dans la société. Voyons un peu David Hume qui justifiait l'esclavage et l'assujettissement des Noirs. Il disait clairement, et je le cite, que les Noirs sont de manière inhérente et naturelle inférieurs aux Blancs. David Hume disait cela et il était un partisan de la prédominance
des caractères héréditaires sur le développement humain. Il y a Herbert Spencer, par exemple, qui parlait de la lutte pour la survie ou alors la survie du plus fort. Donc, vous voyez donc, s'il faut un peu comprendre ça dans le contexte camerounais, on peut voir, on peut se rappeler du président actuel lorsqu'il disait que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Donc, il faut être le plus fort pour survivre. Donc, à partir de là, il faut déjà enlever de notre esprit l'esprit même, l'idée même d'une quelconque démocratie ou alors d'une certaine justice quelconque, puisque c'est la jungle. Il s'agit d'être le plus fort. Alors, donc, on a quelqu'un comme Thomas Malthus. Thomas Malthus qui m'a beaucoup influencé quand moi j'étais au lycée et à l'université au Cameroun, qui disait qu'il ne faut jamais aider les pauvres parce que cela va les encourager à se multiplier. Il ne faut jamais aider les malades. Il ne faut pas se marier quand on est jeune. Il ne faut pas avoir d'enfants quand on n'a pas les moyens. Donc j'ai trouvé ces idées-là. À l'époque, je croyais que bon, il voyait quelque chose que je ne voyais donc pas. Donc, il disait par exemple qu'il ne faut pas du tout des réformes pour améliorer les conditions des pauvres ou alors des malades, parce que cela même serait antipatriotique contre nature et contre la loi divine. Donc, il disait qu'il ne faut même pas prévenir les maladies des pauvres, il ne faut même pas essayer de prévenir la mort des pauvres, qu'il faut plutôt activement rechercher la mort des pauvres et les maladies des pauvres pour les extirper de la société, pour les éliminer de la société. Donc, il a formulé la fameuse théorie de la sélection naturelle que Darwin avait fini par établir. Donc, maintenant, là, quand on avance sur Francis Galton, que notre frère parlait, il faut déjà comprendre que Francis Galton avait publié un livre dénommé Le génie héréditaire. Et dans ce livre, il dit que la grandeur individuelle est héréditaire et se transmet dans les familles aisées, dans les familles riches. Donc, on peut déjà donc assumer ici que ce que notre confrère disait sur le droit de réponse à Equinox, c'est que, voilà, Frank Biya a hérité de la fortune, des aptitudes de son père. Donc, il est mieux outillé pour gérer le Cameroun. Brenda Biya a hérité de ces mêmes facteurs et est mieux outillée pour diriger le Cameroun. C'est un peu l'implication, c'est un peu ce que notre confrère essayait de nous faire comprendre. Il faut aussi voir que Francis Galton était le pionnier, l'un des pionniers de l'étude sur les différences individuelles et la méthode quantitative en psychologie. C'était aussi l'un des pères de la psychométrie. Il a aussi été l'un des pionniers de la pseudo-science de la classification des races humaines selon leur niveau et leur supériorité individuelle. Donc, alors, si donc on réfléchit un peu sur la pseudo-science de classification des races humaines que Francis Galton a produite, nous allons donc nous voir que selon Francis Galton, il y a une hiérarchisation de l'espèce humaine, au sommet de laquelle on retrouve les Blancs parce qu'ils ont hérité des gens d'adaptabilité et ils ont hérité des gènes supérieurs, de supériorité, et ils ont hérité des gènes humaines supérieurs à tous les autres. Donc au sommet, nous avons les Blancs. Alors en dessous là, nous avons, je crois, les jaunes. Après ça, nous avons, je crois, les rouges. Après ça, il y a une myriade d'autres couleurs, je crois, bleu, vert et consort, violet. Et puis, en dessous, tout au fond, donc, nous retrouvons la couleur noire. Donc, les noirs sont tout au fond. Peut-être qu'on devrait même creuser la terre pour aller là, dans le fond, là, aller retrouver le noir parce qu'il a hérité des gènes
inférieur à tout ce qui existe dans l'univers. Voilà donc ce que la science de Galton a produit. Et c'est ce que notre frère sur Equinox essayait de nous signaler. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut aussi savoir que Francis Galton était le père du mouvement eugéniste, l'eugénisme. Alors, donc, c'est quoi l'eugénisme? L'eugénisme, c'est un mot d'origine grecque qui a deux parties. La première partie, UE, qui signifie bien, et la deuxième partie, généao, qui signifie naître, bienvenue au monde, naître. Donc, mis ensemble, bien naître ou être bienvenu au monde. Donc, avoir hérité des gènes de perfection qui nous amènent à naître dans ce monde de manière bien outillée, mieux outillée que tous les autres. Alors, donc, c'est quoi donc l'eugénisme? Donc, c'est un programme d'amélioration biologique des populations humaines par sélection artificielle. Donc, il faut avoir un système, il faut développer un système et regarder des personnes de manière artificielle et sélectionner celles qui sont les mieux adaptables, celles qui sont les mieux adaptées, de parce qu'elles ont reçu ces gènes-là et les mettre dans une catégorie et donc se défaire de ceux-là qui ont reçu des mauvais gènes, des gènes de pauvreté, des gènes de maladie, et pour juste polluer la race humaine. D'ailleurs, Francis Galton croyait, n'est-ce pas, à la menace, au danger de la pollution de la race humaine par les pauvres, les malades, les démunis, les déviants sociaux et consorts. Voilà. Donc, l'eugénisme, c'est cet ensemble-là des méthodes et pratiques visant à sélectionner donc, les individus d'une population en se basant donc, sur leur patrimoine génétique et à éliminer les individus qui n'entrent pas dans un cadre de sélection prédéterminé. Donc, il faut définir a priori un cadre dont on a sélectionné ces individus-là qui sont beaucoup plus adaptés, beaucoup plus nantis de par leur phénomène héréditaire. Alors, donc, puisque Francis Galton donc, croyait à la menace de la pollution raciale, cette croyance-là, quelles sont donc les implications de cette croyance? Cette croyance-là donc, a été utilisée, c'est devenu un édifice intellectuel pour la propagande et les génocides nazis. Donc les nazis se sont appropriés de cette croyance-là, de la menace de la pollution de la race humaine par les démunis et consorts, pour donc justifier leurs actions à vouloir se débarrasser de tout ce qui n'était pas issu de la race aryenne, de la race supérieure. Voilà. Donc, et cette croyance-là aussi a servi à commettre des lois sur la stérilisation forcée des pauvres et des opprimés aux États-Unis. Donc, nous voyons donc déjà les conséquences qu'une telle position ou alors qu'un tel argument a sur la société. Alors, à cause de cela, on a forcé de stériliser des pauvres, des noirs et des indésirables aux États-Unis pour ne pas permettre qu'il y ait une forme de pollution dans cette société-là, parce qu'il fallait absolument avoir la race supérieure, la race blanche qui devrait régner aux États-Unis. Et on a vu aussi dans l'Allemagne nazie qui a utilisé cette même formule pour se débarrasser des juifs qui étaient considérés comme une race inférieure, des noirs qui étaient considérés comme des indésirables et des homosexuels qui étaient considérés comme des indésirables. Donc parce qu'ils avaient hérité de ces gènes non désirés là. Donc il fallait s'en débarrasser. Donc vous pouvez aussi voir, à cause de ce genre de position, aux États-Unis par exemple, il y a eu cette expérimentation sur la syphilis à une époque donnée quand on ne maîtrisait pas bien cette maladie, où on a utilisé cette expérimentation pour éradiquer les Noirs aux États-Unis. Vous pouvez
recherché l'expérimentation sur la syphilis dans la population noire aux États-Unis, où on disait aux Noirs, aux hommes noirs, de venir, on va les tester, on va faire des petites recherches pour trouver les solutions, pour guérir, alors que quand ils venaient, on leur injectait ce virus-là pour accélérer leur maladie et éventuellement leur mort, pour se débarrasser. Voilà. Donc, et même avec le sida, par exemple, c'est dans le même contexte qu'on a développé le sida pour éliminer une certaine population. Donc, la projection à l'époque était que à un certain moment, il fallait s'en débarrasser de 50 millions, essentiellement des Noirs et des indésirables de la société. Et puis maintenant, quand on fait les comptes, on voit qu'ils ne sont pas très loin. Donc, ce genre de position donc, que notre confrère a émis sur le plateau Equinox de droit de réponse est vraiment, c'est une position très dangereuse. Donc, c'est une position vraiment dangereuse. Ce que cela nous dit clairement, c'est que, et on comprend pourquoi au Cameroun, par exemple, la mort ne dit plus rien à personne. La pauvreté ne dit plus rien à personne. Les maladies ne disent plus rien à personne. C'est devenu normal. On a normalisé la mort, on a normalisé la pauvreté, on a normalisé les maladies. Voilà. Donc, ceux qui sont conservateurs, parce que ce débat de la prééminence ou la domination des caractères héréditaires sur l'environnement ou de l'environnement sur le caractère héréditaire, généralement dépend de la classe dirigeante de l'époque. Parce que si les dirigeants de l'époque sont conservateurs, comme ceux qui dirigent le Cameroun actuellement, ils vont donc se pencher sur les galtons et la dominance, la prééminence des caractères héréditaires sur la société, parce qu'ils veulent conserver ce pouvoir, ils veulent conserver le statu quo, le pouvoir qu'ils ont, ils ne veulent pas lâcher. Donc, ils vont s'appuyer sur ce genre de théorie, ce genre de position. Alors, ceux donc qui de l'autre côté, s'appuie sur la prééminence des éléments, des facteurs environnementaux. Quand eux aussi sont au pouvoir, eux, par exemple, pensent que c'est l'environnement qui prédéfinit les conditions des êtres humains. Donc, ils vont se pencher sur améliorer les conditions humaines, aider les pauvres, soigner les malades, construire des hôpitaux, construire des routes et tout, parce qu'ils considèrent que cet environnement-là va donc aider les populations à s'épanouir. Mais puisque cette conversation ne les concerne pas parce qu'ils ont aussi des problèmes, parce qu'ils changent selon les positions et les financements qu'ils reçoivent, mais notre conversation concerne beaucoup plus le côté de ceux qui sont les défenseurs de la prééminence des facteurs héréditaires sur les êtres humains. Donc, ce qu'on nous dit très clairement dans cette intervention, c'est que, voilà, les pauvres doivent disparaître, les malades doivent disparaître, les routes, on n'en a pas besoin, de l'eau, on n'en a pas besoin, de l'électricité, on n'en a pas besoin, du moment où il y a un petit groupe qui se sert de toutes les richesses du Cameroun et vont dans des pays occidentaux, des pays développés, vivre très bien, ils gardent leur argent, ils vivent bien, et puis quand ils rentrent au Cameroun, ils marchent sur la pointe des pieds, à travers les rues qui n'existent même pas, les pauvres, ils se bouchent les narines, et puis ils entrent dans leur tour d'ivoire, la maison dorée, et puis ils se relaxent là, et puis ils s'en foutent. C'est dans cette position-là qu'on est en train de nous dire, de nous préparer. Voilà. Donc, quand on nous dit que Franck Biya a hérité des gènes de gouvernance de son père, Paul Biya, alors il mérite de gouverner le Cameroun, ça veut dire que tous les autres Camerounais n'ont pas ces gènes-là, doivent disparaître ou alors laisser que Franck Biya gouverne le pays. Donc voilà donc ce qu'on nous dit. Et puis qu'on continue avec l'extrême pauvreté, les maladies, les morts, les rues qui ne sont pas développées, les routes qui n'existent même pas, les hôpitaux qui n'existent pas, les écoles qui sont à plaindre, et cette pauvreté criarde. Donc, voilà, donc c'est un peu cela qui m'a fait sortir de mon silence, parce que je sais qu'au Cameroun, tout le monde
et intellectuel, tout le monde sait tout le monde est spécialiste de tout. Mais ce que je sais aussi, c'est que l'érudition ne signifie pas la spécialisation. Donc, quand on est responsable de communication, qu'on reste dans son couloir et qu'on laisse donc les spécialistes de la science humaine parler donc de la science humaine. Donc, quand on amène les Galton, les Francis Galton, et qu'on ne comprend même pas les implications néfastes et négatives d'une telle théorie pour défendre certaines positions sur les plateaux de télévision, alors là, les gens comme moi, donc, on sort de notre silence pour dire non, là, il s'agit de mon domaine et j'ai mon droit de réponse. Voilà. Donc, je voulais absolument réagir par rapport à cela parce que je crois que ne rien dire, c'est consentir. Et je comprends aussi pourquoi les Camerounais, quand ils écoutent ce genre de commentaires, de positions par des gens qui respectent, enseignant dans les universités camerounaises, alors ils croient en cela sans vraiment avoir la bonne information. Et puis nous restons donc dans ce genre de situation, dans ce genre de léthargie où rien du tout n'avance au Cameroun. Alors, j'ai donc estimé que c'était de mon devoir d'avoir mon droit de réponse et éclairer ce que je pense d'une telle contribution de ce confrère. Et je crois que voilà. Donc, voilà, merci beaucoup pour cette vidéo.